Une groupie est une jeune femme, souvent mineure, qui cherche à atteindre un statut en ayant des relations sexuelles avec des musiciens ou des hommes de leur entourage. Cette définition de l'Urban Dictionary en dit long, surtout sur les préjugés qu'on projette sur les groupies. Car oui, il existe des fans féminines, mais il existe aussi des fans masculines. Alors pourquoi le terme groupie ne désignerait que des femmes ? Et c'est bien là tout le problème. Entre préjugés, sexisme, classisme et mépris culturel, les groupies souffrent d'une vision péjorative. Souvent jugées hystériques par la société, elles sont victimes d'une misogynie qui ne date pas d'aujourd'hui. Une vision qui en dit plus long sur la société que sur elle-même. Vous avez sans doute déjà entendu parler des groupies d'Elvis, de la Beatlesmania ou des fans de K-pop. Mais connaissez-vous l'histoire des premières groupies ? Celle des gladiateurs. Dans le prochain quart d'heure, on remonte le fil de l'histoire des groupies et les enjeux qui l'entourent. On n'a pas du tout changé de tenue pour un effet de style. On voulait juste mettre en avant une œuvre qui nous a beaucoup aidé dans la création de cette vidéo et qui était trop invisibilisée dans sa première version. On voulait donc vous parler de Splendeur et misère des groupies de Sophie Bennard, qui nous a beaucoup aidé dans la conception de cette vidéo et qui retrace à la fois l'histoire des groupies et les clichés autour de ces dernières. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez aller plus loin, on vous conseille vraiment de lire ce livre. On vous met le lien dans la bio de la maison d'édition. C'est notre première vidéo sur YouTube, on a besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes à Pompéi, quelque part entre -70 et 79 après Jésus-Christ. Sous le soleil tapant, les habitants de la cité se sont rendus dans l'arène du tout premier amphithéâtre en pierre de l'Empire romain. Ils sont 20 000 à être venus pour observer un combat de gladiateurs. Les gradins sont complets. C'est dans le niveau le plus bas que s'installent les femmes, peu importe leur statut. Elles sont nombreuses à faire le déplacement, espérant croiser le regard du combattant du jour, le célèbre Trad Céladus. Surnommé le soupir des filles, Céladus était une véritable rockstar, très appréciée du public féminin. Ses plus grandes fans portent bijoux imprégnés de son sang ou cosmétiques mélangés à sa sueur. La légende raconte que certaines vont jusqu'à soudoyer les gardes pour passer quelques minutes avec lui. Enfin lui ou bien un autre. Les historiens de l'époque ne portant pas dans leur cœur les fans des gladiateurs, estimant qu'elles font honte à leur rang, nous ne pouvons que spéculer sur leur histoire. Effectivement, dès la première observation de fans faite dans l'histoire, on trouve leurs détracteurs. Les journalistes musicaux aujourd'hui jugeant les groupies des boys bands hystériques, les historiens d'hier jugeant les fans des gladiateurs honteuses. Mais en plus de leur amour pour une star et malgré leur distance temporelle, les groupies des chanteurs et celles des gladiateurs ont comme point commun de fantasmer sur ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Parce que oui, tout comme dans une Amérique puritaine où les jeunes femmes fantasment sur le déhanché d'Elvis, loin de l'image du Titanic idéal de l'époque, les Romaines, elles, fantasment sur les gladiateurs, appartenant à une classe sociale inférieure et donc intouchables selon les règles de la société. En 1987, Pamela Ann Miller écrit dans son autobiographie I'm with the Band la façon dont elle fantasme très jeune sur Elvis Presley. À chaque fois que je vois ces vieilles images en noir et blanc où Elvis est tondu pour les beaux yeux d'Oncle Sam, j'ai des frissons. Quand il passe sa main sur ce qu'il reste de sa crinière noire bleutée, ça me lance dans les tempes. J'essayais de me convaincre qu'Elvis faisait son devoir d'américain. Mais, malgré mes 11 ans, je me rendais bien compte que sa sensualité en prenait un sacré coup. Elvis est loin de l'image du futur mari idéal. Il est beau, viril, danse et chante comme bon lui semble. Fantasmer sur un artiste, c'est beaucoup plus excitant que la vie d'épouse dévouée qu'on les mère. Nous sommes au cœur des années 60 aux États-Unis. Elvis Presley et les Beatles sont les rois. Partout où ils passent, ce sont des milliers de personnes qui viennent les applaudir. La société d'alors est hyper sexualisée. Un sociologue de l'époque constate que les références sexuelles ont plus que doublé dans les médias entre 1950 et 1960. Sauf que pour les filles, le double standard est encore plus compliqué à appréhender. D'un côté, on leur demande d'être un peu ouvertes, de l'autre de rester sages et pures, d'être facile sans être puritaine et donc impopulaire. En montrer un peu, mais pas trop. Faire des dates, mais attendre le mariage. Ce rôle est impossible et les jeunes filles préfèrent s'évader. Le sociologue David Riesman définit la Beatlesmanie comme une forme de protestation contre le monde adulte. En allant à des concerts et en s'amusant, les jeunes filles vivent au jour le jour sans penser au moment où elles devront être des femmes au foyer, comme leurs mères l'ont été avant elles. Dans un sondage de Gallup en 1962, la plupart des jeunes filles acceptent avec enthousiasme le rôle traditionnel féminin. Mais elles remettent peu à peu les choses en cause et réclament plus de liberté. L'écrivaine et militante féministe Barbara Ehrenreich définit la Beatlesmania de première et plus spectaculaire soulèvement des révolutions sexuelles des femmes. Afficher publiquement son amour impossible pour une star comme les Beatles ou Elvis, c'est alors protester contre la répression
sexuelle calculée de l'adolescente. Dans cette culture puritaine, les parents sont tout de même très inquiets du fanatisme dont peut faire preuve leur fille. Ils comparent cela à une épidémie, voire à une maladie. Alors peu à peu, les choses changent dans les possibilités sexuelles offertes aux femmes et aux filles. Les Beatles en sont les premiers exemples. Ils sont moins virils que la norme de l'époque et apparaissent comme le premier groupe aux antipodes de la masculinité toxique du quotidien. Imaginez-vous au Stade de France, le 1er juin 2023. Il fait doux, il est 20h45 et Harry Styles s'apprête à monter sur scène. Vous faites partie des 80 000 personnes venues voir le chanteur du célèbre groupe, les One Direction. Autour de vous, la foule n'est plus anonyme, vous formez une grande famille. Maquillage à paillettes, crop top arc-en-ciel ou encore talons hauts, ici pas de jugement. Chacune s'habille comme elle veut, devient qui elle veut et profite du moment sans se sentir observée ou encore reluquée. Face à vous, Harry Styles assume également une tenue d'un esthétique rock et androgyne comme on le connaît bien, à travers son pantalon en cuir moulant et son débardeur à sequins. Vous échangez un sourire entendu avec votre voisine de droite et partagez ce moment de rébellion joyeuse loin des carcans de notre société patriarcale. Car oui, l'expérience de concert en tant que fan est avant tout un moment de sororité dans une safe place hors du quotidien et du temps. C'est vrai que l'image que renvoient des stars androgynes est plutôt rassurante. On est moins sur une virilité musclée et violente comme celle mise en scène par les normes sociétales, mais sur des stars qui ont l'air plus à l'écoute, plus gentilles. Ça permet aussi aux fans de s'échapper de leur quotidien et de penser à un climat plus apaisé et agréable à vivre, comme Madeleine vient de le dire pour Harry Styles. Les hommes très masculins et très virils comme l'était Elvis vont disparaître dans le cœur des fans au profil de stars aux cheveux longs comme les Beatles, puis au style vestimentaire androgyne comme aujourd'hui Harry Styles ou les membres des BTS. Elvis, il incarnait un principe dangereux de la masculinité, une sorte de voyou qui n'avait pas sa place dans les relations stables et dans l'image classique du mariage. Mais avec les Beatles, ça devient différent. Ils chantent des chansons d'amour, ils ont une image de futur mari parfait. Un trait encore plus poussé avec les idoles de K-pop qui aujourd'hui n'affichent publiquement aucune relation. Si les jeunes filles de l'époque vénèrent les Beatles, c'était selon un psychologue parce qu'elles avaient un peu peur de l'idée du sexe et se sentaient plus en sécurité à vénérer des idoles un peu moins viriles, pas trop masculines. Car oui, si les Beatles sont vus comme moins masculins, c'est uniquement parce qu'ils ont les cheveux longs. Eux aussi seront après éclipsés par des artistes qui revendiquent une bisexualité comme aujourd'hui Tyler the Creator ou par des artistes qui représentent une anti-masculinité comme le sont Harry Styles ou Timothée Chalamet. Ainsi comme pour se protéger, les groupies vivent un amour à sens unique avec des artistes qui ne pourront jamais les blesser car trop loin des clichés de la masculinité toxique ou tout simplement trop loin de leur quotidien. Allons cette fois dans les années 70. La liberté sexuelle est plus grande que celle de la décennie précédente. Nous sommes à Los Angeles. Les icônes masculines de l'époque sortent dans les bars de la ville. On y retrouve notamment David Bowie, Jimmy Page, Mick Jagger ou encore Iggy Pop, entre autres. Mais aussi des filles dont Laurie Matix et Sable Star, qui ont respectivement 13 et 14 ans à l'époque. Grâce à des fausses cartes d'identité, elles se rendent dans les bars pour rencontrer leurs idoles. Les stars qui ont presque 30 ans ne refusent pas leur présence, loin de là. On les surnomme alors les baby groupies. Si cet exemple est plus que marginal dans la fan culture, il n'en reste pas moins un sujet important pour les questions de consentement. Comment une jeune fille de 13 ans peut-elle savoir ce qui est bon pour elle? Et comment la relation peut-elle être équilibrée entre une jeune fan et son artiste préféré bien plus âgé qu'elle? Cet exemple est aussi important pour comprendre l'image qu'ont les fans dans l'imaginaire collectif. Pour beaucoup, les baby groupies sont la norme et non l'exception. Les jeunes fans féminines d'un artiste ne veulent pas toutes du sexe avec lui et ne sont pas toutes mineures. Il existe chez les groupies autant de formes d'amour que dans les relations humaines. Si certaines d'entre elles expérimentent un amour plus érotique que les Grecs appelaient Eros, d'autres entretiennent avec leurs idoles un amour qui ressemble plus à ce qu'ils appelaient agapé. Une affection empreinte de dévouement, désintéressée, universelle et sans réciprocité tout en restant platonique. Alors si les Grecs distinguaient déjà des formes d'amour, pourquoi pas nous? Et oui, parce que depuis toujours, on apprend aux femmes à aimer les autres et surtout les hommes. On apprend dès le plus jeune âge aux petites filles à prendre soin de chacun et à s'inquiéter pour chacun. Dans plusieurs témoignages de femmes, on retrouve cette idée de prendre soin de leurs stars et de leur offrir ce dont ils ont besoin. Tout commence à Chicago un soir de 1968 dans une salle de spectacle. Et non, on ne va pas encore vous parler d'un concert. Cynthia Albritton, dite Cynthia Plaster-Caster, alors étudiante en art, doit réaliser un moulage en plâtre de quelque chose de solide qui conserve sa forme. Elle profite de ses activités de groupie et du concert de Jimi Hendrix pour laisser libre cours à son art. Là, elle moule le en direction du chanteur avec qui elle a une relation. 47 artistes de rock suivront. Le célèbre groupe Kiss lui dédiera même la chanson Plaster-Caster. L'artiste ira, elle, jusqu'à ouvrir un musée pour exposer ses célèbres moules. En dehors de l'anecdotique, Cynthia Plaster-Caster, en faisant des artistes qu'elle fréquente des outils de son art, se réapproprie sa sexualité.
Comme le dit Sophie Benard dans son livre Splendeur et misère des groupies, en érotisant les hommes qu'elles admirent, elles participent en effet à l'élaboration d'un monde dans lequel les femmes ne sont plus seulement des objets de désir, mais où elles peuvent en devenir sujets. On observe ainsi une forme de female gaze, c'est-à-dire une représentation des femmes en tant que sujets avec une capacité d'agir, remettant en question les représentations traditionnelles souvent dominées par le regard masculin. Le regard féminin se concentre sur des femmes pleinement réalisées et leurs expériences, soulignant comment elles sont souvent mal représentées par les normes sociales et le patriarcat. Les groupies ne sont pas des jeunes filles hystériques rêvant de coucher avec leurs idoles, mais des femmes artistes, militantes, agissantes, plurielles et bien plus complexes que l'image qu'on leur colle. Et oui, l'image de la groupie bête, superficielle et inutile et elle-même bête et méchante. Quand on regarde surtout leur capacité à agir, elles sont créatives et utiles à la société, y compris dans des domaines dans lesquels soi-disant seuls les hommes peuvent réussir, comme l'art ou la politique. Dans la nuit du 20 au 21 juin 2020, Donald Trump tient un meeting dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors que ses équipes et lui-même se vantent et annoncent depuis plusieurs jours que près d'1 million de personnes ont acheté leur place pour venir le voir, le jour J, il n'y a pas grand monde. Et pour cause, des centaines de fans du groupe de K-pop BTS se sont mises d'accord pour acheter les places sans l'intention de s'y rendre. C'est la double peine pour le président. Il n'y a personne pour l'acclamer et son équipe s'est fait avoir par des ados. Et ce n'est pas la première fois que des fans de K-pop sont capables de s'allier pour des causes politiques et sociales. Organisés en fandom, c'est-à-dire en sous-groupes de fans aussi divers que nombreux, les groupies peuvent faire preuve d'une véritable organisation quand il s'agit d'arriver à leur fin. Autant quand il est question d'aller écouter simultanément le dernier tube de leur idole, faire grimper le nombre d'écoutes, ou encore quand il s'agit d'organiser des manifestations politiques comme celle que vient d'expliquer Madeleine. Les groupies sont des véritables faiseuses de carrière pour les artistes, mais leur fanatisme n'est pas sans condition. Les fans exigent des célébrités qu'elles prennent des positions sur des enjeux sociaux et politiques, comme le mouvement Black Lives Matter. Les stars qui gardent le silence deviennent un problème, et ces dernières l'ont bien compris, affichant de plus en plus des pins pour montrer leur soutien à une cause, comme les pins Be Good contre Lice lors des Golden Globes de 2026. C'est peut-être leur pouvoir, une fois réunis et organisés, qui accentue la peur que certains ont d'elles. Quoi de plus flippant qu'une bande de jeunes femmes se battant pour leurs droits ? 14 janvier 1839, Florence. Assis devant son piano, les yeux fermés comme en transe, Francis s'abandonne à sa musique. Et il n'est pas le seul. D'après le biographe Alan Walker, son public, essentiellement féminin, hurle et va même jusqu'à s'évanouir devant lui. C'est ce que l'écrivain allemand Heinrich Heine appellera la listomania. Et oui, vous connaissiez sûrement la Beatlesmania ou encore la Bruelmania, mais tout commence avec la listomania. Une dénomination qui n'a rien de positif quand on sait que mania signifie folie, démence, état de fureur en grec ancien. Les fans féminines devenues groupies seraient donc hystériques. Cette vision des fans féminines est véhiculée par la presse au fil des années et des boys bands qui défilent. Du moins, c'est ce qu'en disent les médias, parce que dans la réalité, c'est pas exactement la même chose. Comme on l'a déjà dit, toutes les groupies ne rêvent pas de coucher avec leurs idoles. Pour ce qui est de la folie qui entraîne une forme de peur de ces dernières en les imaginant en meute potentiellement dangereuse, il faut noter que dans l'histoire, quand les fans deviennent violents envers leurs idoles, ce sont bien souvent des hommes. Et oui, en 1989, l'actrice Rebecca Schiffer est tuée par un homme. En 1993, c'est un homme également qui poignarde la tenniswoman Monica Seles pour l'empêcher de gagner face à celle dont il était fan, Steffi Graf. Et la liste est encore longue, mais on n'est pas là pour parler d'eux. Quoi qu'il en soit, cette image de la groupie hystérique, voire violente, amène chez certaines d'entre elles un sentiment de honte. Dans son livre, Sophie Benard parle d'une carrière de groupie à côté de laquelle elle serait passée par honte d'aimer des artistes moins crédibles culturellement que d'autres. C'est vrai qu'il est plus accepté par la société de s'épancher sur un amour pour un essai philosophique que pour un chanteur de pop comme Ed Sheeran. C'est cette même honte qui fait des groupies des adeptes d'une forme de culture privée et intime qu'on appelle aussi la culture de chambre. Et cette honte, pourtant, ne se retrouve pas chez les fans masculins. Un homme qui pleure devant une bande-annonce de la dernière saison de Game of Thrones est seulement perçu comme un fan. Alors qu'une femme qui hurle devant le dernier clip d'un groupe de K-pop est moquée et vue comme une folle. Et d'ailleurs, c'est la transition parfaite pour vous parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde et au même moment, à savoir les fans masculins de rap qui sont beaucoup plus tolérés que les fans féminines de pop. Alors qu'ils ont en vrai les mêmes pratiques, comme la collection d'objets et d'informations, le déplacement à des événements, les réunions et les discussions autour du sujet. Alors, est-ce que les groupies vous semblent toujours aussi folles que la société veut bien nous faire croire ? Pour tester ça, on va faire un petit jeu. On va vous dire différentes citations de fans de rap masculin et de fans de pop féminine. À vous de trouver qui a dit quoi et les réponses sont dans le commentaire épinglé.
Ce qui me plaît, c'est qu'il parle de la vraie vie, pas de trucs fictifs. C'est ma thérapie. Quand j'écoute un morceau, j'ai l'impression qu'on me comprend enfin. C'est ma Madeleine de Proust, ça me rappelle mon adolescence, mes premières émotions fortes. Je ressens une joie irrationnelle à l'approche de ces concerts. Peut-être que vous avez remarqué que certains artistes connus pour leurs groupies n'ont pourtant pas été cités dans cette vidéo. Le choix s'explique par notre volonté de ne pas mettre en avant des artistes ayant été accusés de violences sexuelles ou de propos haineux. Elvis étant le point central de l'histoire des groupies, il nous est apparu qu'il était obligé de le citer, mais nous n'oublions pas les accusations à son encontre. Merci de nous avoir regardés, on espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour soutenir la chaîne.